J'ai commencé à fumer, je devais avoir 15 ans, je me rappelle très bien, c'était avec des copains du lycée. Donc c'était une répète de musique, on s'amusait bien, tout ça, et ils m'ont proposé de fumer, j'ai commencé à fumer. Et puis donc je fumais assez occasionnellement, pas très souvent. Et puis j'ai rencontré un mec qui vendait de l'herbe, de la skunk, et qui en vendait beaucoup, quoi. Donc il en avait tout le temps, 24 heures sur 24, il en avait tout le temps, des quantités énormes chez lui. Et je suis restée 2 ans et demi avec lui, donc pendant 2 ans et demi, je fumais gratuitement, quoi. Alors donc forcément ça a décuplé ma consommation et je me suis retrouvée à fumer peut-être, je sais pas moi, entre 5 et 10 joints par jour, quoi. Parce que j'étais toute la journée avec lui, on n'allait plus en cours, on faisait plus rien, j'étais en terminale à ce moment-là. Et j'ai raté mon bac. Un jour je me suis fait héberger par un mec qui m'a ramené chez mes grands-parents qui habitaient pas loin de là où j'étais. Et qui m'a dit ça va pas du tout, t'as pas l'air d'aller bien, je vais te ramener chez tes grands-parents. Il a insisté vraiment parce que moi je voulais pas du tout au début. Et finalement ils m'ont ramené là-bas, mais mon père est venu et ils m'ont mis en hôpital, quoi. Ils m'ont fait emmener aux urgences et je me suis retrouvée à l'hôpital. Je ne sais pas si on peut encore dire que c'est une drogue douce, en tout cas pour ce que nous on en voit. On va oublier dur et doux, hein, qui ont des effets psychotropes majeurs et des incidences sur la santé majeurs. Le cannabis modifie le fonctionnement des membranes cellulaires. Comme c'est un phospholipide, il va interférer avec le fonctionnement des membranes. Et donc, il va y avoir un effet de dose cumulée, c'est-à-dire que c'est la répétition des doses qui va induire les troubles. Et c'est pour ça que les troubles sont aussi divers avec la consommation de cannabis. C'est évident que c'est un révélateur. C'est évident que c'est un psychotrope. Donc ça... Mais c'est pas vraiment ça qui m'a amené là parce que moi je suis diagnostiquée schizophrène pour l'instant. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que qu'on a des voix de plusieurs personnes différentes, qu'on a eu des délires, des épisodes. On est diagnostiqué. Les médecins pensaient que j'allais pas m'en sortir la dernière fois. Le psychiatre a dit elle s'en sortira pas, ça se trouve elle ressortira jamais de son délire, quoi. Parce que ça faisait 1 an, donc c'était très long. Et il a pensé qu'il était possible que je m'en sorte jamais. Enfin, ils avaient prévenu mes parents que c'était possible. Je croyais voir des gens. J'étais dans ma chambre de bonne, dans une chambre de bonne à Neuilly. Et il y avait des présences, quoi. Il y avait une personne derrière mon ampli, 2 personnes qui étaient à côté de moi. Et je croyais que c'était ma mère, en fait, qui avait invité les enfants d'une de ses copines parce qu'il n'y avait pas assez de place dans l'appartement et qu'elle les avait fait monter. Donc je suis descendu voir ma mère en lui disant « Mais attends, il n'y a pas de place, quoi, c'est tout petit ma chambre de bonne. » Et elle m'a dit « Mais tu dis n'importe quoi, qu'est-ce que tu dis, quoi ?» Et donc on est remonté dans ma chambre et il n'y avait personne. Donc le travail qu'on fait, c'est que la personne arrive à évaluer ses symptômes en dehors de la consommation. Et ça, c'est un temps qui prend... On ne peut pas définir la durée exacte, parce que ce n'est pas que l'équipe qui évalue, mais c'est la personne qui s'auto-évalue et qui arrive à définir ses propres symptômes.
Et vous comprenez bien que ça, c'est un travail qui est plus long que simplement une sorte d'expertise de l'équipe médicale. Bonjour. Bonjour, venez. On fait la visite, on va être nombreux à vous voir. Si on s'intéresse à la façon dont les gens font un sevrage au cannabis, le sevrage va être autour d'une dizaine de jours. Mettons 15 jours pour être large. Avec un effet décalé, puisque le maximum du sevrage va plutôt être autour de 5e, 7e jour. Et donc il faut être prudent sur ça, parce que les symptômes peuvent être parfois extrêmement intenses, avec un sentiment d'angoisse très très fort, une agressivité, un sentiment de persécution, des compulsions à consommer extrêmement intenses. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on commence à fumer à 15-16 ans comme ça? Bah, je sais pas trop. Ça, c'est ce qu'il faudrait que je comprenne, quoi. Parce que je pense que si je comprenais ça, j'aurais beaucoup avancé, mais je sais pas pour l'instant. Je pense que j'avais envie d'une vie différente de la vie banale des gens, donc quelque part, je voulais m'évader de ça et... Et puis je me sentais bien quand j'avais fumé, donc... Alors qu'est-ce que ça veut dire, se sentir bien? Bah, je perdais... je m'ennuyais plus, j'avais tout le temps à l'esprit quelque chose, j'arrivais à être à fond dans ce que je faisais. Au début, on fumait beaucoup, on joue aux jeux vidéo, donc ça permet de se concentrer, ça... Et quand on fume là de manière aussi intensive, est-ce que ça veut dire que l'esprit vagabonde, l'esprit s'en va? Oui. On médite beaucoup, on réfléchit beaucoup. Mais j'étais très active, quoi. J'arrêtais pas de faire des trucs tout le temps. Donc quelque part, ça avait... Mais l'effet n'est pas le même au début quand on commence à fumer et quand on fume vraiment intensivement, quoi. Quand on fume intensivement, on sent presque plus l'effet et c'est presque un besoin plus qu'autre chose, quoi. Et quand on fume comme ça, est-ce qu'on a l'impression d'avoir des facultés décuplées, on se sent plus fort, plus intelligent? Oui, plus intelligent, oui. Vous avez même pu me dire à un moment, on se prend pour Einstein, quoi? Oui, presque. On a l'impression de réinventer des trucs alors qu'en fait on ne fait que réfléchir bêtement sur des choses déjà trouvées par d'autres, quoi. Ouais. Mais on a l'impression de les réinventer ou de... Tout paraît nouveau tout le temps, donc ouais, les choses paraissent nouvelles. Alors est-ce que c'est comme ça puisqu'on a le sentiment d'avoir plus de capacité, qu'on est plus fort, plus intelligent, est-ce que c'est de cette façon que finalement beaucoup s'arrêtent dans leurs études? Oui, c'est possible. Je me rappelle qu'on se faisait une fierté de fumer, d'avoir des meilleures notes que ceux qui fument pas, par exemple. Oui, mais ça dure combien de temps? Bah, ça dure pas si longtemps que ça. Et là, est-ce que pour vous c'était important d'être entre guillemets dans le clan de ceux qui fument et par opposition? Oui, oui. Mais ça fait vraiment des clans distincts, quoi. Les gens se mélangent plus et au bout d'un moment, moi c'est comme ça que j'ai fini par perdre contact avec tous les gens qui fument pas. Et petit à petit, on s'enferme avec des gens qui fument, on ne passe que notre temps qu'avec des gens qui fument et on se retrouve complètement dans ce... Enfin, c'est un engrenage, quoi. Après, on se trouve avec des gens qui prennent de la coke, des gens qui prennent autre chose. Petit à petit, on perd ses relations saines et on se retrouve à fréquenter des gens qui sont moins fréquentables que... Cela dit, moi j'ai jamais pris autre chose que du shit et bon... C'est pas pour ça qu'on tomberait dans plus grave, mais petit à petit, c'est vrai que le tissu relationnel devient de plus en plus axé là-dessus. Et les copains du shit, c'est pas des... Enfin, c'est pas que c'est pas des vrais copains, mais il y en a beaucoup qui sont ensemble rien que pour fumer et qui profitent les uns des autres, etc. Donc ça met une valeur marchande un petit peu entre les gens. Enfin, moi j'en vendais, donc vraiment ça faisait vraiment des rapports marchands avec les gens. Et c'est vrai que ça détruit un peu les relations normales, quoi. Et ça vous faisait donc rentrer dans des circuits très particuliers, là, aussi pour acheter, oui. Ensuite.
Et là, qu'est-ce que vous avez découvert? Est-ce que c'était quelque chose d'intéressant pour vous? Oui, moi ça me plaisait. Oui. J'étais... C'est-à-dire, vous avez accédé à quel univers, là, en rentrant dans ce monde? Bah, petit à petit, je me suis... plus ça allait, plus je rencontrais des gens qui avaient fait des choses de plus en plus graves, quoi. Donc j'ai même fini par m'acheter un flingue et par me prendre pour... Donc j'aurais pu mal finir à la fin. Bah, d'ailleurs, au moment où vous m'avez retrouvé, bon, je l'avais jeté dans la Seine sur les conseils d'un ami qui m'avait dit si tu te fais choper avec ça, tu vas te retrouver en tôle. Et après, donc je l'avais jeté dans la Seine. Mais au moment où vous m'avez vu, je volais des papiers pour les revendre, en fait. Et c'est comme ça que j'arrivais à avoir un peu de sous, quoi. Mais c'est vrai que petit à petit, on se retrouve à trouver des solutions de recours comme ça. Je voulais faire un mariage blanc aussi, pour gagner de l'argent. Et pourquoi le flingue? Bah ça c'était parce qu'en fait je crois que je devenais un peu parano et que j'avais un peu... Mais ça arrive à beaucoup de monde, quoi. Dans le shit, dans les gens qui fument du shit, ça arrive souvent. On devient un peu parano, même à un très petit degré, quoi. Pas vraiment parano la maladie, mais un petit peu à croire que les autres sont... En plus, comme on a des rapports marchands les uns avec les autres, on se retrouve à s'imaginer que les autres veulent nous arnaquer, etc. En plus, il y a des arnaques qui se font en vrai, donc tout le monde devient un peu parano, tout le monde l'est un peu. Et c'était une façon de me protéger et c'était aussi sur les conseils de gens qui me disaient qu'une fille toute seule qui fait ça et qui habite toute seule et qui mène sa vie comme ça, elle avait besoin de se protéger, quoi. Donc c'est un espèce de bouclier. Si on ne tient pas compte du projet que le patient a avec le produit, on a peu de chances de faire en sorte d'arriver à créer une alliance thérapeutique avec lui. Et donc, il va se sentir dans une situation de rejet parce qu'il ne sera pas entendu. Et ça va induire des ruptures dans la prise en charge. Alors, madame, j'ai du mal à comprendre. Maman, d'accord, bonne nuit. Alain. Ouais, il y a plusieurs choses dont je voulais qu'on parle un peu. Comment ça se fait que c'est si compliqué de vous aider et que vous compliquez la situation et que vous mettez du temps pour nous dire que vous trichez un peu avec ce qu'on vous donne, que vous détournez un petit peu ce qu'on vous apporte, notamment par rapport aux médicaments. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Peut-être que j'ai mal compris, vous allez me réexpliquer. Hein, alors qu'on essaye d'être plutôt dans une relation de confiance avec vous, en essayant de vous aider, en essayant d'être disponible autant qu'on le peut, peut-être pas assez. Et puis un jour, on apprend que eh bien, vous avez détourné un petit peu ce qu'on vous donne pour augmenter les posologies, parce que vous savez mieux que les médecins ce qu'il faut pour vous. J'ai jamais l'intention de dire ça, monsieur. Ah si. Non, c'est parce que dès que ça n'allait pas, comme j'expliquais à Madame Duchesne, dès que ça n'allait pas, je prenais ça comme une pilule magique en me disant ça va m'aider, dès que j'étais une angoisse. Vous savez mieux que le médecin. Non, j'ai jamais dit. Ah non, monsieur, j'ai jamais la prétention de dire que je sais mieux que vous. Si vous pensez que... Non, mais la preuve, c'est que je vous l'ai dit, j'ai réfléchi, j'ai dit ce que je fais, c'est stupide. Vous avez mis combien d'années pour dire ça? Oh, ça fait à peu près 1 an que je fais ça. 1 an, c'est long, hein? Ouais, c'est long. Alors vous auriez pu ne pas nous le dire et continuer à tricher encore pendant 1 an, c'est vrai. Oui. Donc je pense que c'est important que vous ayez pu nous le dire. Oui, parce que je me suis trouvé une bonne ambiance, je me suis sentie en confiance, donc j'ai dit, je me suis sentie d'un coup, j'y réfléchissais pas avant, je prenais ça comme des pilules magiques, en me disant je suis angoissée, ça va pas, ça va résoudre, hop. Je suis arrivée ici, j'ai discuté un soir avec une veilleuse de nuit, ça m'a fait le déclic dans ma tête, je me suis dit ce que tu fais c'est que c'est stupide, ils te font confiance, ils sont là pour t'aider, donc je me complique la vie, je me rends compte, je sais, je suis compliquée. Même j'en ai discuté ce matin avec la psy, je me contredis, je tourne en rond, j'ai du mal à dire les choses. Comme là, je m'étais remise à fumer, je pensais l'avoir dit à Madame Duchesne, et ce matin je lui dis, elle me dit, mais attendez, vous me l'avez pas dit? Je dis, ah, je croyais vous l'avoir dit. Fumer du cannabis, oui, vous voulez dire? Oui. Parce que là, quand on reprend la question des médicaments, vous me dites bien que les médicaments, vous les détourniez
sur un mode un peu toxicomane, hein, où c'était plus des comprimés donnés comme des médicaments, mais c'est des pilules qu'on prend quand on a besoin, comme ça, comme un toxicomane. Hein. Et donc, qui détourne aussi, avec un fonctionnement toxicomane, en détournant la prescription, puisque vous aviez 2 prescriptions, finalement, la mienne, plus celle d'un autre médecin. Mais ça y est, je le ferai plus. Je trouvais que c'était idiot, mais c'est vrai qu'il m'a fallu le temps. Parce que c'est pas du fait que j'ai pas confiance en vous, c'est que j'ai pas confiance en moi. Hein. C'est de manque de confiance en moi. Moi, j'ai réfléchi, j'ai dit, ça n'a pour t'aider, arrête. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est moi, quoi. Mais là, après, la question qu'il faut se poser, c'est que qu'est-ce qu'il y a d'autre, en fait, qui a pu être détourné et qui continue à être détourné? Ouais. Oui, je sais. La question de confiance qui rentre en jeu. Mais non, je vous ai rien caché, un autre. Moi, je trouve qu'on a un contact de bien meilleure qualité, ça, aujourd'hui. Et je pense qu'il faut tenir ça, hein. Il faut tenir ça réellement, quoi, en sachant que c'est pas si facile que ça, de changer, de se réajuster, d'avoir l'habitude de ce comportement addictif, quoi, hein, de cannabis, de médicaments, hein, et ça demande un peu un réapprentissage aussi, hein, de sa propre façon d'aborder la vie. Addictif, ça veut dire que je fais du mal à moi-même. Addictif, ça veut dire le besoin de trouver des... C'est la toxicomanie, hein. Ça veut dire le besoin de trouver des réponses immédiates à un problème d'angoisse. Je prends quelque chose qui va immédiatement répondre à mon angoisse, un médicament, du cannabis, peu importe si ça aura des conséquences négatives dans les heures qui viennent, tout de suite, je veux quelque chose qui puisse m'apaiser. D'accord? Donc vous n'êtes plus, aujourd'hui en tous les cas, dans cette position-là. Donc moi je suis d'accord qu'on prolonge l'hospitalisation de la semaine prochaine, au moins, et qu'on voit un petit peu, qu'on fasse le point, qu'on se coordonne, que vous arriviez à bâtir quelque chose, hein, du fait de ce bien-être un petit peu que vous éprouvez là, hein, cette amélioration en tous les cas, que ça puisse être utile, pas uniquement pour faire des projets lointains, mais des choses concrètes que vous puissiez mettre en place ici. Hein. Et éventuellement réfléchir aussi s'il fallait le consolider, avoir vers un autre avec un autre établissement, hein, pour pas vous retrouver en difficulté, pas répéter le fait de se retrouver à l'extérieur, démuni, et finalement reprendre le cannabis, les médicaments, attendre, passer d'un côté à l'autre. Hein, qu'on prenne du temps pour s'organiser. D'accord, hein, en restant vigilant à ce que vous faites ici, dans vos affaires. Hein. Oui, oui. Y a beaucoup d'affaires là partout. Moi je trouve qu'il y en a un peu trop. Hein. Parce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait minimum d'affaires et de vêtements. Ce que vous n'utilisez pas, on le met dans le placard. Moins il y a d'objets comme ça dispersés, moins il y a des risques d'avoir des produits cachés, cannabis ou autres, ou médicaments dans les vêtements. D'accord? Et que les infirmiers, même si vous avez dit ça, puissent avec vous régulièrement vérifier dans vos affaires qu'il n'y ait pas de médicaments ou autres produits. D'accord? Hein. Et même, vous avez raison, il faut vérifier les draps. D'accord. On s'arrête là pour aujourd'hui? Je vous en prie. Elle pense que c'est le cas. Je trouve que l'entretien qu'on a eu aujourd'hui était de meilleure qualité, avec une meilleure vigilance que peut-être que j'ai eu comme entretien avec elle depuis 1 an. Hein, où j'ai trouvé que même si on sait que les toxicomanes, chaque jour il y a de nouvelles révélations et chaque jour on était le bon docteur qui a enfin compris, pour après être à nouveau induit dans un stratagème détourné, j'ai l'impression qu'elle a quand même progressé. Hein, et qu'elle a pu dire elle-même, et c'est pas nous qui l'avons découvert, qu'elle avait donc maquillé des ordonnances, qu'elle avait détourné et dissimulé des médicaments dans ses vêtements, ce qui est quand même informatif pour nous, enfin, je le redis, mais à l'accueil de ces patients-là, même s'ils ne sont pas étiquetés au départ comme toxicomanes, être extrêmement prudent parce qu'on sait qu'il y a des risques de dépendance et d'abus des psychotropes, plus elle, c'était majoré par du cannabis, et je suis pas sûr qu'on soit au bout de la liste. Hein. Alors elle a souri quand je lui ai dit ça, hein, mais on n'en est pas dupe. Il y en aura d'autres des découvertes avec elle. Oui, donc, oui, c'est son fonctionnement. Ça ne peut pas changer du jour au lendemain. Oui, hein. Ça va prendre que du temps. Et là, je trouve qu'en 10 jours, quand même, les choses ont un peu évolué et que c'est les petits progrès qui sont les plus solides. Hein. Et qu'elle aille un petit peu mieux, même si elle répète depuis lundi, que vous trouvez qu'il n'y a pas de changement entre lundi et jeudi, c'est plutôt presque bon signe. Qu'elle arrive à maintenir un peu ça, qu'elle arrive à garder un petit peu les choses. Ça fait 25 ans qu'elle est dans le chaos, cette fille. Hein, si elle arrive là à y voir un peu plus clair, à établir des liens
un peu plus sincère, un peu plus en confiance avec l'équipe médicale, adulte, psychologue, je trouve que c'est bien. Et qu'il faut gagner des petites étapes comme ça. Hein, et qu'on avance et qu'on amorce d'autres démarches, peut-être avec une autre hospitalisation vers un autre lieu, maintenant ou après, qu'on le consolide. Oui, moi ça je pense que c'est nécessaire. Mais on ne peut pas attendre d'elle qu'elle vienne du jour au lendemain dans une confiance très aisée, très facile avec l'équipe. Déjà qu'elle ait pu vous dire « je vais mal, j'ai des pensées suicidaires la semaine dernière », je trouve que c'est bien. Et qu'elle ne soit pas mise en danger ici, mais au contraire qu'elle ait pu dire « j'arrête la drogue », de façon... Elle y croit un peu plus elle-même. Je crois que c'est vrai. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je pense qu'elle y croit quand elle me le dit, de façon plus authentique. Et je trouve que c'est un progrès significatif, quoi. Physiquement, je la trouve beaucoup mieux. Enfin, par rapport au moment de la consultation où c'était, je la trouve, enfin, elle a un visage normal, souriant, elle est moins ailleurs, mais parce qu'avant elle devait venir très shootée en fait. Mais il y a beaucoup, enfin moi je la trouve encore très fragile. Hein. En termes de potentiel suicidaire, qu'est-ce qu'on peut dire pour cette personne? En termes de risque? Un risque moyen, je ne sais pas sûr. On avait dit moyen, du fait des troubles post-traumatiques, du fait de la toxicomanie et du fait des passages à l'acte antérieurs nombreux. En termes d'urgence, l'intensité de l'urgence d'un comportement suicidaire dans les 48 heures, vous le pensez comment? Depuis l'âge de 17 ans, j'ai eu aucune interruption au niveau du cannabis, donc en fait, je savais que ça serait dur, quoi, mais ça n'a pas été seulement dur, quoi, ça a été vraiment une épreuve. Mais bon, le 13 septembre dernier, lorsqu'on m'a opéré du larynx à Pavillon-Gabriel, j'ai tout arrêté moi-même. Le tabac, à part, vous voyez, des petits Havane comme ça que je fume, j'en fume quoi, 5-6 dans la journée. Mais autrement, je fumais 20 joints par jour minimum. En faisant du sport et tout, hein, ça m'a jamais dérangé. Mais donc j'ai arrêté brutalement le 13 septembre exactement dernier. Et depuis, voilà. Donc j'ai pas dormi 19 nuits d'affilée. Ouais. Grosse transpiration, changé 3-4 fois entièrement le soir, dès que je m'allongeais, que je dormais une demi-heure. Et au bout de, je sais pas, 40 jours, ça a commencé à aller. Psychologiquement, j'y pense encore, mais bon, pas plus que ça, parce que je saute tout de suite à autre chose. En fait, c'est ça en fait qu'il faut faire, c'est arriver à éloigner ça de sa tête. J'ai été sollicité par les gens chez qui je m'approvisionnais, mais bon, ça a été vite torché lorsque je leur ai dit que j'avais un cancer, donc c'est vrai que la sollicitation n'a pas été longue. Mais bon, non, ça a été dur au niveau du sommeil déjà. Puis au niveau de tout ce qui remonte à la gueule, quoi, parce qu'en fait je prenais des psychotropes pour ça, quoi. Je prenais du cannabis parce que en fait pour oublier les coups, machin, tout ce que j'avais subi, quoi. Donc c'est vrai que voilà, quoi, ça m'empêchait. Quand ça montait, voilà, je mettais ça dans ma bouche et voilà, quoi. Donc maintenant j'ai tout qui me remonte à la gueule et je fais face, quoi, pour l'instant. Puis j'ai ça qui m'est tombé sur la gueule, quoi. Donc c'est vrai que j'ai des standards aussi, quoi, le mental. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Je gère comme je peux, mais c'est pas évident non plus, quoi. Merci, docteur. Qui s'occupe de vous, là? Avec moi, on essaie de se recharger. Le médecin est occupé, je vous apporterai ça tout à l'heure. Vous avez un bip peut-être? Je vais vous donner Votre numéro de portable, vous l'avez? Oui, le plus simple, c'est la secrétaire. La secrétaire? Excusez-moi. Par rapport? Mes chimios. Oui, elle va commencer là. Dans le service, on s'occupe beaucoup des gens qui sont victimes de traumatismes, que ce soit récent ou ancien. Donc, comme vous décrivez les deux pathologies, toutes les problématiques liées à la souffrance que vous avez dans votre enfance et que vous arrivez aujourd'hui sans anesthésie par les produits à affronter. Et à analyser plus ou moins. Oui. Donc c'est vraisemblablement cet aspect des choses qui est l'aspect principal.
le plus positif. Et qu'il faudrait pouvoir traiter. En fait, je vais vous dire un truc. C'est le docteur Angelard qui m'a opéré du larynx, qui m'a dit vous n'êtes pas donné le droit de vivre. Et j'ai trouvé ça très juste en fait. Ouais, c'est... Carrément, on m'a dit ça. Parce qu'on m'a parlé un petit peu comme ça. Il m'a dit... En plus, il doit avoir un peu similaire à mon âge, à peu près à quelque chose près à mon âge. Il m'a dit vous n'êtes pas donné le droit d'exister en fait, dans votre vie. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes dans une position de survie? Je l'ai été. Je l'ai été. Maintenant, non. Parce que j'accepte les choses. Mais je l'ai été longtemps, oui. Comme un guerrier qui est errant, en fait. Comme si vous aviez cessé d'être en situation de survie depuis peu de temps. Bah oui, parce que... Mais c'était... bon, depuis que ma fille est née, déjà j'avais mis du recul par rapport à plein de choses. Hein, parce que ma petite, c'est vraiment... C'est mon soleil, c'est ma vie, quoi. Ça, c'est clair. Donc, mais c'est vrai que jusqu'à sa naissance, c'est vrai que j'étais un samouraï errant, en fait. Voilà. Maintenant, en plus, j'ai mis encore un pas de plus envers les psychotropes, et que maintenant je suis à jeun, que je prends tout comme ça et tout. C'est vrai que là, je m'apaise. Vous voyez ce que je veux dire? Et je commence à ressortir tous ces côtés positifs qui avant étaient plutôt négatifs. Donc je commence à faire vraiment... Mais si les psychotropes, comme vous dites, sont des anesthésiants, J'anesthésie aussi bien les côtés négatifs que les côtés positifs. Bien sûr, mais tout à fait, bien sûr. De toute façon, c'est Baudelaire qui disait la pire des merdes, justement, avec ce genre de machin, c'est que ça attaque la volonté déjà. Donc la volonté, c'est vrai que pour faire des choses, il en faut, des choses positives comme négatives. Et c'est vrai que se bourrer la gueule de 20 ou 30 joints par jour, vous ne faites plus rien à la fin, c'est clair et net. Donc ça, mais oui, c'est... Et pourtant j'étais actif, hein. Mais alors donc j'aurais été 10 000 fois plus actif, c'est clair. Mais est-ce qu'on pourrait penser alors que vous êtes en train d'entrer dans la vie depuis 2 mois? Je dis pas ça, moi je dis qu'en fait j'avais laissé les clés de la boutique à quelqu'un qui la gérait plus ou moins. Là j'ai repris en fait... Voilà, là j'ai repris vraiment tous mes moyens, parce que j'ai toujours été, je vous dis, quelqu'un de speed et d'actif et tout, mais il y avait des choses que j'aurais pu faire que je faisais pas en plus. Mais depuis 2 mois, c'est vrai que j'en fais une multitude de plus, c'est clair. Mais alors est-ce qu'un des traits de personnalité que vous avez justement ce côté speed n'est pas aussi justement lié aux maltraitances et à la survie que vous avez vécu? J'ai été obligé de m'occuper de mes frères et sœurs, oui. Parce que mon père avait 6 enfants, il rentrait. Si le ménage, la bouffe, tout n'était pas fait, c'était moi l'aîné, mais j'ai été massacré. Donc je me suis retrouvé à 10 ans à faire la bouffe pour 8 personnes, le ménage d'une maison, tout. Donc oui, à 15 ans, j'ai pris mon petit frère, ma petite soeur, lui, il en a regardé 3, et moi je suis parti vivre ma vie avec une maison, aller bosser la nuit au hall de Rungis, porter des quartiers de viande de 100 kilos sur le dos, ouais. Donc oui, après, bah, voilà, votre vie, elle est... Après, c'est une habitude, vous êtes une machine, quoi. Donc j'ai toujours fonctionné comme ça, quoi. J'ai toujours pris. Et puis voilà, et puis maintenant, il m'arrive ça, peut-être... Angelard, vous n'avez pas pu non. Vivre. Non. Et c'est pour ça que je disais que vous étiez dans une position de survie. Je l'ai été, oui. Maintenant, je commence vraiment à poser mes valvons, comme on dit, et je commence à respirer, en fait. Attends, t'as que ma bague n'est plus. Attends, je vais le monter d'abord. Comme ça? Vous avez parlé, vous avez évoqué un verbe là important sur le... Vous vous souvenez de ce que vous venez de dire? De m'abrutir. De vous abrutir, oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, s'abrutir, là? Le temps de l'hospitalisation? Comme les hallucinations visuelles, on est vraiment survolté, quoi.
c'est comme si les plombs avaient sauté. Et donc pour revenir au calme et à la lucidité, à la réalité, il faut, enfin, c'est le moyen qu'on a maintenant, c'est les neuroleptiques. Et donc déjà ça apaise les hallucinations. Et je pense pas être vraiment schizophrène, et vous l'avez déjà dit souvent. Donc vous sentiez quand même que le rôle des neuroleptiques, là, ça avait une fonction bien précise de vous apaiser? Ouais. Et alors la fonction de la parole, là, de nos rencontres au quotidien, ça prenait quel sens pour vous? Je me rendais pas bien compte, c'est vrai, parce que j'étais... je m'exposais pas à moi-même, quoi. J'étais pas... c'est après où les choses pouvaient se vider et puis où je commençais vraiment à parler, quoi. Mais je pense qu'à la clinique on faisait surtout l'inventaire de tout ce qui s'était passé avant et là c'est après la clinique qu'on a commencé le travail de fond à vraiment évoquer les points sensibles. Donc la question c'était si les neuroleptiques m'apaisaient. Ça apaise, mais ça empêche de se libérer dans un sens. Et les neuroleptiques, c'est comme si on était dans une camisole, mais chez soi. Et donc ça atrophie, ça nous rend un peu amorphes. Et donc on ne peut pas évacuer, même si on parle de choses sensibles, ça s'évacue pas, quoi. Parce que c'est comme les neuroleptiques atteignent le système nerveux et que le psychique est lié au nerveux. Si les deux n'ont pas de lien, ça ne se fera pas, quoi. Donc comme si la pensée aussi s'altérait là, était un petit peu ligaturée avec les neuroleptiques. Ouais. Donc là vous continuez à prendre un traitement? J'en prends pas beaucoup, je prends 2000 grammes. Oui. Donc il y a eu un allègement total du traitement neuroleptique. Et donc là vous vous sentez comment par rapport à cet allègement? Moins endormi. Je continue à prendre du Valium. Le Valium c'est quoi déjà? C'est un anxiolytique. Un anxiolytique. Donc contre les angoisses. Et j'espère que bientôt je pourrai arrêter les neuroleptiques. Mais j'ai pas envie. Enfin, ça fait peur de revoir des hallucinations, quoi. Bien que je pense que j'en aurai pas à cause de ça, quoi, en arrêtant les médicaments. Mais, quel lien vous faites avec là, vos difficultés, ce qui s'est produit, ces difficultés psychiques, et l'usage de cannabis, l'usage de la fumette? Donc je fumais pour m'enivrer, pour oublier le réel, quoi. Oublier ce que j'étais, oublier mes relations avec les autres. Vous avez fumé à partir de quel âge? 14 ans. Et de façon intensive? Je fumais beaucoup, mais ça m'a pas touché tout de suite. J'ai eu des délires à partir de 17-18 ans. Je pense que ça a commencé par des voix auditives. Après on les a stoppées, donc j'ai plus d'hallucinations pendant 1 an et demi, 2 ans. Et puis en février dernier, donc j'ai eu des hallucinations visuelles. Là je croyais voir des gens. Alors vous disiez, ça avait quelle fonction, le fait de fumer comme ça? Ouais, donc ça... j'ai assez agréable au goût. Et puis ça endort les souffrances. Si souffrance il y a, mais ça endort. Le problème c'est que ça déconnecte des autres. C'est le but recherché dans un sens, mais c'est à long terme, on est seul, même avec plein d'amis, on est seul. Il n'y a que ça comme échange entre amis.
Et donc ça prive de l'amour, ça prive de se lever le matin en étant gai, ça prive de sommeil, ça prive de faim. Oh, c'est une vraie merde, quoi. D'où le nom de shit, quoi. Ouais. Mais il y a quand même du plaisir au départ. Ouais, au départ, ouais. Au départ, comme on a une sorte de jouissance quand on fume pour la première fois, et l'état dans lequel on était, là on n'avait pas fumé, et l'état dans lequel on se retrouve en ayant fumé pour la première fois, l'écart est tellement intense que c'est extraordinaire. Enfin, c'est plutôt amusant, quoi. Donc on répète ça, on refume. Et même en refumant donc des dizaines et des dizaines de joints, c'est plus pareil que la première fois. C'est un truc des drogues que on n'atteint jamais le premier état. Je sais pas. Alors je saute 7 ans en arrière quasiment. Vous avez 21 ans aujourd'hui? 30 ans. 20 ans. Donc 6 ans plus tard. Vous avez décroché? Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui vous a fait décrocher? C'est d'être lassé par ça, en fait. De vouloir trouver autre chose. Parce qu'en fumant sans arrêt, il y a un moment où on sait qu'il y a quelque chose de meilleur ailleurs. Que la vie, ça peut être meilleur. Est-ce qu'on peut dire que c'est une accumulation de prise de conscience, quelque chose qui s'est fait progressivement comme ça? Vous vous êtes dit, j'en peux plus de cette dépendance, ou c'est autre chose? Je pense que je suis vraiment allé au bout de l'excessif. J'ai fumé énormément et j'ai décroché parce que j'étais en délire, quoi. Enfin, même quand j'étais à Sainte-Anne, donc ma première hospitalisation, il y a des gens fumés dans l'hôpital, donc il m'est arrivé de fumer à Sainte-Anne. Mais c'est plutôt... Oui, parce que les gens me disaient qu'il y avait vraiment d'autres choses à connaître et à aimer, donc je sais pas, j'ai arrêté comme ça. Plutôt par lassitude, en fait. Donc depuis la sortie là, de la clinique, vous êtes un peu plus dans le réel, vous êtes un peu plus présent, je dirais, dans la réalité, dans le quotidien. Et alors ça se concrétise comment, ce quotidien pour vous? Par moments j'ai des moments de joie, pas très souvent, mais c'est pas une joie que je partage avec les autres, quoi. Enfin, ça m'arrive de rire avec mes amis, c'est vrai, mais je sais pas, il y a des jours où je suis vraiment bien, je me sens bien. Je suis pas tout le temps heureux, mais bon, mais sinon je manque de rien, quoi. Les parents me donnent tout ce qu'ils peuvent me donner, et puis j'essaie d'avancer dans les études. Je me raccroche à ça parce que c'est ce lien réel qui me fait avancer, quoi. Sans ça, je me perdrais dans moi, vraiment.
sérieux cette histoire. Excusez-moi, j'ai du mal à parler. Je suis très sensible, c'est très dur. Il n'y a rien qui va. Et je sais que ça s'arrangera. Pardon. Je sais que ça s'arrangera jamais. Il me l'a dit. Qui n'avait pas envie de changer. C'est comme si vous pensiez que vous étiez totalement impuissante à gérer le problème autrement qu'en vous suicidant. C'est que moi j'en ai marre, j'en peux plus. Je ne peux plus souffrir. Ce qui est toujours difficile à saisir, c'est qu'est-ce qui explique ça? Qui explique que vous n'imaginez aucune autre solution pour vous et pour vos enfants? Est-ce qu'on pourrait enfin organiser un rendez-vous avec tout le monde pour parler de ces questions dramatiques qui sont la toxicomanie au jeu, que sont l'alcoolisme, que sont les différentes toxicomanies qui empêchent des parents de se comporter en parents? Est-ce qu'on pourra enfin faire quelque chose comme ça? Ou est-ce qu'il y aura toujours des obstacles? Et par chance, vous êtes vivante. Ça ne signifie pas que le suicide ne doit pas être utile à quelque chose. Que ce que vous dites avec ce geste dangereux pour vous ne sert pas à quelque chose. Vous m'avez dit que ça a aidé pour que votre fils dise à votre mari à quel point il souffrait de l'absence de son père et à quel point vous en souffriez. Bien, ça c'est une chose qui est dite, qui a été entendue. Maintenant la question c'est comment est-ce que les choses vont avancer un peu plus. Ou alors, faudra-t-il que vous répétiez encore ces gestes suicidaires avec, comme vous le disiez hier, le risque qu'un jour, effectivement, vous mouriez. Et qu'à ce moment-là, là, vous soyez présente constamment dans la tête de tout le monde. Et que plus personne ne puisse prendre d'autonomie par rapport à vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Si une maman meurt après avoir ingéré des médicaments, toute la famille continue à être tout le temps inquiète. Et se demander si on n'est pas vous responsable de quelque chose. Alors, pour vos enfants, c'est sûr qu'ils se poseront cette question. Votre mari, je ne sais pas. Et vous savez? Moi, je pense que oui. Les enfants, même s'ils ne sont pas responsables, oui. Se sentent pas responsables, c'est sûr. Oui. Et votre mari? Non. Je ne pense pas. Alors, il faut vraiment que vous réfléchissiez à la façon dont vous menez votre vie, Madame Piron. Si votre objectif est que votre mari pense, commence à comprendre les choses, j'ai l'impression que le moyen que vous employez n'est pas le bon. Non, parce qu'il me dit, je ne vois vraiment pas pourquoi tu fais ça, moi je fais rien de mal. Oui, j'ai l'impression que votre mari ne comprend pas. Non, il ne comprend pas. Mais alors faut-il que vous continuiez à utiliser la même façon de faire s'il ne comprend pas? Parce que c'est pas la première fois que vous utilisez cette façon de faire. Et c'est pour ça que je vous invitais à essayer de penser à d'autres façons de faire que celle-ci, qui ne débouche manifestement pas. On se revoit demain? Oui, docteur, après je ne fais pas la Maison Blanche. On se revoit demain? Oui, on se revoit demain, je suis d'accord, mais vous n'allez pas m'envoyer à la Maison Blanche? Je ne sais pas. Non. Réfléchissez à ce que vous voudriez qu'on fasse pour vous aider. Je ne vais pas à la Maison Blanche. On ne peut pas rester dans une situation où le risque vital est majeur.
Je pense qu'il faut sortir de la question de la quantité de consommation. Parce que l'individu réagit différemment aux produits. On n'est pas égaux devant les produits. C'est vrai pour l'alcool, c'est vrai pour le cannabis. Donc dire, comme tu disais Françoise, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu disais, sauf qu'il ne faut pas parler de quantité, parce que l'effet qu'a une quantité, même minime sur certaines personnes, peut être un effet désastreux. Ça peut induire un trouble psychotique, même des consommations occasionnelles. Donc, nous, on voit effectivement les gens qui ont des consommations à problème, et il faut s'intéresser non pas à la quantité consommée, mais au problème induit par la consommation. Vous vous sentez comment, mademoiselle? Toute la semaine, j'étais pas bien. Les enfants me manquent énormément. J'aimerais sortir le plus vite possible pour les rejoindre. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur ? Ah oui, c'est gentil, parce que là, avec les hommes, c'est trop.